Et Jean-Paul nous a écrit en disant donc j'ai un souci courant, une mycose des ongles de doigts de pied, j'ai tout essayé mais ça n'a rien donné. Et Alexia qui nous dit qu'elle a vu circuler sur les réseaux une lumière bleue pour traiter les mycoses des ongles. Est-ce que c'est vraiment efficace? Donc comme je vous le disais, j'ai reçu énormément de questions sur les mycoses des ongles. Donc on va se pencher sur ce problème parce que souvent ça dure très longtemps et c'est difficile à soigner. La mycose, elle est due à un champignon microscopique qui va atteindre le lit de l'ongle, c'est-à-dire sous l'ongle. On voit là sur cette image, sur ces images, ça va donner un ongle qui s'épaissit, qui s'effrite, qui peut aussi changer de couleur. Et puis, il peut y avoir parfois une mauvaise odeur ou même un ongle qui se décolle. Et comme ça s'attrape dans les milieux chauds et humides, c'est pour ça que ça touche souvent les pieds. Donc l'idée, c'est d'être sûr déjà que c'est une mycose, de bien l'identifier pour ensuite la traiter. Exactement, c'est ce que m'expliquait donc Muriel Montanvert, qui est pédicure podologue. Elle a insisté sur le fait qu'il était important vraiment de consulter, même si ça semble assez bénin, soit un médecin, soit un pédicure podologue, tout simplement parce qu'ils vont déjà pouvoir vous faire le bon diagnostic, notamment en faisant des prélèvements pour être sûr que c'est le champignon et ne pas confondre avec d'autres pathologies du pied. Et puis, ça va permettre de suivre un protocole précis. Parce que pour que tout ce qu'on va voir après fonctionne, il faut d'abord poncer, limer, enlever la mycose sur l'ongle et là, les produits pourront marcher. Parce que c'est vrai que souvent, le premier réflexe, c'est d'aller à la pharmacie. Ouais. Et là, on a vraiment plein de produits et on peut être un peu perdu malgré les conseils du pharmacien. Oui, exactement. C'est vrai que ce qui va, par exemple, ce que vous allez trouver, ça va être les pommades. Donc, c'est vrai, elles contiennent bien de l'anti-mycose. Ça va nourrir l'ongle et traiter le champignon. Vous avez ensuite également les vernis qui contiennent de l'antifongique. C'est à appliquer régulièrement sur l'ongle. Et enfin, pour ceux qui sont plus adeptes, vous avez aussi les huiles essentielles. Alors là, attention aux allergies et aux irritations. Mais tout ça, comme vous le disiez, ne pourra fonctionner que si on a bien traité l'ongle avant. Et surtout, c'est du temps long. En général, ce que font les gens, c'est qu'ils font 1 mois, 2 mois, ça reste. Et donc, ils arrêtent tous les traitements et la mycose revient à nouveau. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Donc un bon diagnostic, un traitement, beaucoup de patience et parfois certains appareils dont Alexia vous a parlé, une téléspectatrice, pour traiter la mycose avec de la lumière bleue. Oui, exactement. Donc, quand vous regardez sur les petits dispositifs là, qui sont apparus récemment, vous avez ce type d'appareil. Donc, vous voyez, ça libère une lumière bleue. Donc là, normalement, on va mettre, par exemple, l'orteil dedans et le processus dure 7 minutes. Vous êtes censé faire ça tous les jours pendant plusieurs mois. Alors, l'idée, pourquoi pas, en fait, ce que ça propose, c'est un effet antimicrobien et de faire repousser l'ongle. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas d'études qui nous prouvent que ces petits appareils maison fonctionnent. Donc là, on est quand même sur du gadget. En revanche, il y a des lampes qui sont utilisées chez les pédicures podologues, mais il faut beaucoup de séances et ça peut aider en complément de tous les traitements dont on a parlé auparavant. Et puis les médecins, eux, pourront prescrire donc des traitements médicamenteux par voie orale si ça dure trop longtemps. Alors des conseils pour éviter justement la récidive ou que la mycose arrive. Oui, alors déjà, attention à l'hygiène des pieds, comme on le disait. C'est vrai que l'humidité, c'est l'ennemi, donc bien sécher ses pieds à chaque fois. On porte des chaussettes propres, on nettoie à chaque fois qu'on touche ses ongles, on nettoie ses mains, les instruments qui nous ont servi. On peut aussi appliquer un désinfectant dans les chaussures. Et puis, à nouveau, je dis juste à nos téléspectateurs, patience, ne vous découragez pas, parce que l'ongle, il met 6 mois à 12 mois à pousser, donc il faut que vous teniez bien, ça va partir. Eh bien, merci Irine de toutes ces précisions. On passe à notre dossier du jour. Ils sont aussi invisibles qu'effrayants. Les pesticides posent de nombreuses questions pour notre santé. Certains peuvent rendre malade, mais est-ce qu'il existe des moyens de limiter les risques? C'est ce que nous allons voir avec notre invité. Et nous sommes ravis d'accueillir Xavier Coumoul, professeur de toxicologie à l'université Paris-Cité et directeur de recherche d'unité de recherche à l'INSERM, dédié aux expositions. Et vous êtes également l'auteur du livre Poison au pluriel, publié aux éditions d'Arcole. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. On a reçu plein de questions à propos de modes de contamination. Eliane nous demande si on peut être contaminé dans l'eau du robinet. Gigi nous demande si ça peut survenir dans l'air. On nous parle des sols, on nous parle de l'alimentation. D'une manière générale, les pesticides dans l'environnement, on les retrouve où? Alors, dans toutes les matrices indiquées, les matrices c'est eau, air, sol, etc. Évidemment, au moment des épandages, il y en a dans l'air. Si on est à proximité d'un champ où il y a des pulvérisations, on peut être exposé. La voie cutanée est importante, surtout pour les agriculteurs. Et il n'y a pas que la voie respiratoire. Et puis ensuite, par l'alimentation, évidemment, et par l'eau du robinet, puisque il peut y avoir des pesticides dans l'eau du robinet. Ça dépend aussi de la manière dont l'eau va être filtrée. Il y a différents processus.
à l'œuvre, mais les processus les plus anciens ne permettent pas de tout enlever. Et l'épandage, c'est bientôt, c'est la saison bientôt, non? Oui, typiquement, là, on est au printemps, donc il peut y avoir du développement d'oïdium, de mildiou, donc des applications de fongicides qui vont se faire, par exemple sur les vignes, on en voit. Donc il faut s'en protéger au maximum. Alors, voilà, le mieux, c'est souvent de discuter avec les agriculteurs aussi pour savoir quand est-ce qu'ils épandent, peut-être leur demander ce qu'ils épandent, si on peut être au courant. Éloigner les enfants, parce que les enfants sont plus vulnérables. Éloigner les enfants, mais ça veut dire quoi? On leur interdit de jouer dehors, par exemple? On ferme les fenêtres à la maison? On les incite on va pas leur interdire, on va les inciter à jouer à l'intérieur et fermer les fenêtres, effectivement. Le seul souci, c'est que l'air intérieur est aussi pollué et qu'il peut y avoir des pesticides à usage domestique qui sont à l'intérieur, donc il faut aussi aérer. C'est une logistique, c'est pas évident. On fait ça le jour de l'épandage ou ça persiste encore quelques jours après? Le jour de l'épandage, c'est sûr, il vaut mieux éviter. Et ça dépend des types de pesticides. Il y a des pesticides qui peuvent être effectivement présents dans le champ et enfin, le vent peut soulever ces pesticides. Alors probablement à des concentrations moindres que celles au moment de l'épandage, mais ça reste évidemment une possibilité quelques jours après. Alors, ces pesticides, vous le doutez, ils peuvent avoir des effets sur votre santé. On va parler du risque notamment de ces pesticides et ce qui a été documenté. Alors, certains pesticides vont être classés, c'est-à-dire CMR, c'est-à-dire qu'ils peuvent favoriser soit la survenue de cancers, de mutations génétiques ou alors d'altérer la reproduction. Et puis, une grande partie des pesticides peuvent se comporter comme ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Pour faire simple, une hormone se fixe normalement sur un récepteur pour donner une réponse normale hormonale. Pour faire très simple, à l'adolescence, les garçons produisent de la testostérone qui permet de développer les caractères sexuels secondaires. Sauf qu'un perturbateur endocrinien peut mimer ou bloquer une hormone et par conséquent donner une réponse altérée. Chez les enfants, par exemple, ça peut être responsable de puberté précoce. Qu'est-ce qu'on sait de ces pesticides? Est-ce qu'il y a des maladies pour lesquelles on est certain qu'il existe un lien de cause à effet entre l'exposition et certains cancers ou certaines maladies? La maladie emblématique, c'est la maladie de Parkinson, qui est reconnue comme maladie professionnelle chez les agriculteurs. Un agriculteur, une agricultrice qui développe un Parkinson, maladie neurodégénérative, des tremblements, typiquement, il peut y avoir une indemnisation du fait de l'utilisation des pesticides. Pour ce qui est des cancers, Alors, des cancer, lymphome, leucémie, myélome multiple, cancer de la prostate, bien référencé aux Antilles, avec l'utilisation de chlordécone, mais pas que. Il y a des suspicions plutôt moyennes sur tout un tas d'autres types de cancers. Cancer du sein, des cancers plutôt des tissus mous, des sarcomes, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis après, le neurodéveloppement. C'est très important de le rappeler, les enfants peuvent développer déjà des cancers associés à l'exposition aux pesticides pendant la grossesse, pendant les 1000 premiers jours, d'où la recommandation de les protéger, de diminuer l'exposition. Et le neurodéveloppement, on sait que sur certains pesticides très utilisés encore à l'heure actuelle, qu'on appelle pyrétrinoïdes, qui sont des dérivés de molécules qui viennent des chrysanthèmes, le pyrètre, typiquement, on a des suspicions de syndrome plutôt anxieux chez ces enfants. Donc on ne peut pas parler de dépression chez un enfant de 2 ans ou 3 ans, mais évidemment, une personne qui est anxieuse dès le plus jeune âge peut potentiellement être à risque d'être plus vulnérable à l'âge adulte.